12-13 dimanche, le magazine politique de France 3. Invité, Jean-Luc Mélenchon, député européen et fondateur du parti de gauche. Il sera interrogé par Francis Letellier, France 3, et Françoise Fressoz, Le Monde. Calimera, Jean-Luc Mélenchon, bienvenido. Ça veut dire bonjour et bienvenue en version grecque et espagnole. Ça fait un peu concours d'Eurovision, je vous l'accorde, mais c'est parce que ces deux pays sont vos modèles, la Grèce et l'Espagne, où vous étiez hier d'ailleurs, pour soutenir à Madrid les manifestants de Podemos. Je ne dirais pas modèle, monsieur Letellier. Mais on va y revenir. Je vais vous arrêter parce qu'on m'a déjà imputé je ne sais combien de modèles. Ce sont des sources d'inspiration. Nous sommes différents, nos histoires sont différentes. Je les regarde avec sympathie. On va en parler, je vous jure qu'on va en parler. Mais parce qu'en tout cas, ces pays ont vu naître des alternatives à gauche. Et ça, c'est votre Europe à vous. C'est aussi votre source d'inspiration, vous le disiez. Or, la France reste, semble-t-il, à l'écart de ces mouvements pour l'instant. Et pourtant, la crise est là. Le chômage augmente aussi de plus en plus. Mais la révolution dans les urnes, ça n'a pas l'air d'être pour demain, à moins que ça ne soit à l'inverse de ce que vous espériez, que ce soit plutôt du côté de l'extrême droite. Mais puisqu'on parle d'Europe, on va faire un retour dans l'histoire. Les 70 ans d'Auschwitz en Pologne, c'était cette semaine. L'anniversaire de la libération par l'armée rouge du plus grand camp d'extermination de juifs. Et c'est l'image que nous avons choisie. 70 ans après, avez-vous l'impression que toutes les leçons de l'histoire ont été tirées en Europe ? Non, je ne crois pas. D'abord, c'est un événement qui, dans l'histoire de l'humanité, a une singularité, en tout cas dans l'ère moderne. C'était la première fois qu'on organisait, peut-être avec le génocide arménien, mais dans d'autres conditions, l'assassinat méthodique de millions de gens en raison de leur religion. Donc c'est un événement, si vous voulez, on le prend par le bout qu'on veut, il est là, il est énorme et il est une source de méditation. L'humanité est capable de ça. Et il y a des peuples en Europe qui ont été capables d'organiser ça de manière méthodique. Mais pourquoi les leçons de l'histoire n'ont pas été tirées alors ? Alors, pour deux raisons. Bon, nous les Français, nous avons été bien. Parce que en France, l'antisémitisme n'est plus une opinion, c'est un délit. Et le racisme aussi. On distingue l'antisémitisme du racisme, alors que c'en est juste une variante, en raison de la Shoah. Mais ça, c'est bien. Ce sont des actes très forts, très positifs que le droit français a posé. Mais en même temps, je crois que l'intelligence, la compréhension de ce qui conduit à un meurtre de masse, à un assassinat de masse de cette nature, n'a pas été comprise. Par exemple, aujourd'hui, la stigmatisation d'une partie de la population a repris. Aujourd'hui, ce sont les musulmans à qui on impute tous les vices, à qui on les soupçonne d'avoir par nature une religion malfaisante et violente. C'est-à-dire que vous dites que les musulmans sont les juifs d'hier ? Non, je ne dirais pas ça, parce que je ne leur souhaite pas le même sort. Mais on voit que la même manie d'ethniciser les conflits, d'essentialiser, c'est-à-dire de dire dans une personne, je ne vois pas l'être humain qui est mon semblable, je vois sa religion, je vois cette manière de penser, là, non, elle n'a pas été évacuée. J'ai envie de dire, en ce moment, elle est en train de s'aggraver. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande a dit l'antisémitisme, on y revient, a changé de visage, mais n'a pas perdu ses racines. Faut-il renforcer les lois et les sanctions contre le racisme et l'antisémitisme ? Il faut les appliquer, ce sera déjà bien. Et puis après, il faut comprendre, il ne faut pas confondre les tâches de répression avec les tâches d'éducation. Ça n'est pas donné comme ça, quand partout autour de vous, on voit que des journaux ou que des images ou des mauvaises plaisanteries montraient du doigt une partie de la population, eh bien, notamment dans la jeunesse et parmi les enfants, ça n'est pas spontané. Il faut donc éduquer. Il ne faut pas avoir peur d'entendre ce que disent les enfants pour les éduquer. Alors ça passe, l'éducation, par plein de choses, l'école évidemment. Il y a une autre idée qui est un peu dans l'air du temps pour reformer ce creuset républicain, pour que tout le monde entende un peu liberté, égalité, fraternité, ce serait de relancer un service national ou un service civique. Est-ce que vous seriez pour ça ? Alors il faut distinguer, pour relancer la République, il faut relancer les anticorps républicains, c'est-à-dire l'amour de la patrie républicaine, de ses valeurs, les expliquer, connaître l'histoire. Bon, et donc, par exemple, dans les programmes d'histoire, centraliser le moment inouï qu'est la Révolution française qui proclame la liberté et notamment la citoyenneté des Juifs. Alors ça, c'est pour l'enseignement, mais faudrait-il passer, pourquoi pas, par un service civique ? Mais bon, le vrai creuset de la nation, c'est l'école. Il ne faudrait quand même pas perdre de vue ça. C'est pas le service militaire, c'est pas le service national. Attendez, moi j'étais contre l'abrogation de la conscription, c'est-à-dire du service militaire. Mais pas parce que c'est le creuset de la nation, enfin c'est l'école. Les casernes n'ont jamais été une alors, école. Mais répondez à ma question, faudrait-il le rétablir, le service civique, moi je suis partisan, je suis la suggestion qu'a
qu'avait fait l'un de mes proches, François Delapierre, qui proposait qu'on rétablisse une conscription pour les tâches qui sont d'intérêt national, et en particulier les tâches de sécurité, de sûreté intérieure. Mais on ne va pas non plus fabriquer une espèce d'armée de prêchi-prêcha, de gens que l'on regrouperait pour aller porter la bonne parole. Non, c'est pas sérieux. Il faut que l'école fasse son travail, mais la conscription, je le redis, elle doit s'appliquer à un objectif collectif d'intérêt général de la patrie. Et je pense que les questions de sûreté, vous m'entendez bien, autrement dit, hier, on mobilisait pour aller à l'armée. Je ne serais pas hostile au fait qu'on mobilise pour aller dans une garde nationale qui aurait des tâches de cette nature. Je ne veux pas effrayer les gens, mais la sécurité civile en France, notamment celle des centrales nucléaires et des installations sensibles, n'est pas assurée par le modèle d'armée que nous avons aujourd'hui, où on envoie nos militaires à l'extérieur, et une armée qui ne bénéficie plus comme avant de son ancrage populaire profond qu'elle avait grâce à la conscription. Vous étiez hier, vous venez de rentrer il y a quelques heures dans les rues de Madrid pour la manifestation de Podemos, le mouvement anti-austérité qui est en tête des sondages en Espagne. Il y avait du monde, vous le voyez. Oui. Vous espérez en profiter? Certains disent même que vous faites de la récup quand vous allez là-bas. Oui, bah ça, les méchantes langues et les langues de vipères. Mais je ne pratique pas, vous savez, les élites de la gauche officielle sont très arrogantes. Elles se déplacent, elles se voient entre elles. Et elles trouvent incongru qu'on aille voir pour sentir une ambiance. Moi, je suis lié à eux de cœur et d'esprit. Je suis avec eux. Regardez cette photo. Regardez-la bien. Vous voyez le nombre des drapeaux républicains qu'il y a dans la photo? Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Si vous regardez, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a une vingtaine, une trentaine. Donc on voit que le thème républicain est en train de réémerger en Espagne. Donc vous y étiez en tant qu'observateur avant tout, c'est ça? En tant que d'abord que frère d'armes, si j'ose dire, parce que vous avez évoqué des images belliqueuses tout à l'heure. Ce sont les miens, oui, c'est la page qui est en train de se tourner en Europe. L'Europe que moi j'aime, c'est l'Europe des peuples, c'est l'Europe qui est solidaire quand elle dit on ne veut pas de l'austérité parce que nous voulons vivre notre vie d'être humain. Alors, ces gens-là ont les mêmes rêves que moi, que vous, monsieur Le Tellier. En tout cas, voilà, mon Europe, elle est là. En tout cas, en France, ce genre de mouvement n'existe pas. Il est peut-être reporté aux calendes grecques. C'est pour faire un jeu de mots, rassurez-vous, et pour accueillir Françoise Fressos du Monde. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Jean-Luc Mélenchon, vos partisans chantaient dimanche dernier « On a gagné parce que la gauche radicale avait gagné en Grèce ». Mercredi, le Premier ministre grec vient à Paris, il rencontre François Hollande. Est-ce que vous aussi, vous avez prévu de le voir? Je ne sais pas vous dire, madame Fressos. Ce n'est pas prévu pour l'instant. La semaine prochaine, je vais en Tunisie pour l'anniversaire de la révolution tunisienne et célébrer la mémoire de 2 des nôtres qui ont été assassinés dans cette révolution. Ce sont d'ailleurs les seuls députés qui étaient assassinés. C'est toujours nous qu'on assassine. Mais est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce que vous allez lui demander un rendez-vous? Je ne suis pas frustré de rapport avec Alexis Tsipras, que je connais depuis 2004, qui participe d'une famille culturelle et intellectuelle qui est passée sous les radars des observateurs, qui essayait de plaquer sur la situation grecque leur fantasme français. C'est-à-dire qu'à la dernière élection, quand il faisait 18 ou 20%, les bons esprits ne parlaient que de Aube Dorée qui fait 7% et faisait 7% à l'époque. Donc toute cette gauche est passée sous les écrans, sous les radars des commentateurs. Et aujourd'hui, ça continue parce que vous faites semblant de vous étonner. J'ai vu la semaine dernière, tout le monde me disait « Est-ce que vous n'êtes pas dérangé ?» Vous aviez prévu de me poser la question, donc je parle avant vous. Est-ce que vous n'êtes pas dérangé que Mme Le Pen se réjouisse de la victoire de Syriza, comme si tout le monde avait oublié que Alexis Tsipras a été notre tête de liste aux élections européennes. Alors justement, Alexis Tsipras, est-ce que vous rêveriez d'être le Tsipras français? Mais qui ne le rêverait pas? D'abord, je rêverais d'avoir son âge. Ensuite, est-ce que c'est un problème pour vous? Je rêverais d'avoir coalisé. Lui, il est arrivé, il avait 19 partis dans Syriza. Et il est arrivé à en faire un seul parti. Hein. Nous, le Front de gauche, nous sommes toujours 9 partis. Et nous sommes davantage un cartel d'organisation, ce qui pèse lourd, qu'une dynamique populaire. Quand vous dites ça, c'est un constat d'échec que vous faites là? C'est un constat de limite. Moi, je suis pour affronter les difficultés, pas pour les nier, les cacher, les enterrer, et puis faire la langue de bois de tout va bien, tout va toujours bien. Non, ça ne va pas bien pour nous. Et il y a de nombreuses causes, nous nous sommes rendus illisibles. Je rappelle qu'Alexis Tsipras a refusé pendant plus de 10 ans tout compromis avec le système, et en particulier accepter une scission de son parti quand les socialistes ont acheté une partie de son équipe pour la faire entrer au gouvernement. Mais comme vous dites, il a 40 ans, vous avez un peu plus d'âge. Est-ce que vous vous dites, pour moi, c'est terminé?
Je ne dirai jamais ça, madame. Aussi longtemps que c'est comme vous, hein, vous pourriez vous dire que c'est fini pour vous au monde et vous y êtes toujours. Donc, vous voyez, je veux me rendre utile. Ma passion est d'être impliqué, d'être dans l'action. Je suis fait de ce bois-là. Et par conséquent, j'accepte de bon cœur, c'est ce que j'ai dit, le poste de combat qu'on me donne. On m'a confié l'honneur d'être le candidat commun de l'autre gauche la dernière fois. Bon, nous avons réuni 4 millions de voix, nous avons fait 11%. Bon, et maintenant, il faut faire mieux. Il faut faire mieux de tous les points de vue. Moi, ma personne ne sera jamais un obstacle. Alors, on va y revenir après, mais d'abord, une question précise sur la Grèce. La Grèce, elle ne veut plus parler à la Troïka, elle est prête même à ne pas toucher l'emprunt de 7 milliards d'euros qu'on va lui faire. Est-ce que vous vous dites, il faut que la Grèce sorte de l'euro, c'est la solution qui convient? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais le dire à propos de la Grèce, ce que j'ai dit à propos d'autres pays. Le comportement du gouvernement allemand, qui est le grand chef d'orchestre de l'Europe actuelle, est irresponsable. Parce que, par son attitude butée et bornée, il empêche la solution à un problème qui, sinon, est irréglable. La dette grecque, Madame Fressos, ne peut pas être payée. Avez-vous le sentiment que la Banque Lazare soit un repère de bolcheviks échevelés? Pourtant, l'un de ses représentants, son vice-président pour l'Europe, qui est sollicité par le gouvernement grec, dit qu'on peut abattre presque 150 milliards de la dette grecque. C'est-à-dire la rééchelonner, pas l'annuler. Voilà, je vais vous faire une proposition. Appliquons à la Grèce le sort qui a été réservé à l'Allemagne à la libération. Pourtant, la Grèce n'a envahi personne et massacré personne. Eh bien, à l'époque, on a donné 30 ans à l'Allemagne pour étaler sa dette. Ensuite, on a dit qu'elle ne rembourserait jamais chaque année plus de 5% du total de ses exportations. D'accord? Pourquoi ne ferait-on pas à la Grèce ce que l'on a fait à d'autres, qui étaient bien coupables? Est-ce que François Hollande, qui voit le Premier ministre grec mercredi, peut proposer cette solution et être celui, finalement, qui va aider la Grèce? Oui, je demande qu'on m'entende. La solution, ne vous laissez pas impressionner. Les Français n'ont pas à payer la dette grecque, c'est un argument de propagande. La Banque centrale européenne se prépare à mettre 1000 milliards à la disposition des banques privées. Ne peut-elle en distraire 170 ou 200 pour résorber la dette grecque et permettre à l'Europe de repartir de l'avant? Je mets en garde. Si on se bute, ça va mal finir. Et la Banque centrale, qui prétend couper les vivres et même couper l'accès à la monnaie à la Grèce comme elle a fait à Chypre, est en train de mettre le doigt dans un engrenage qui va faire exploser l'Europe et la zone euro. On va quitter la Grèce pour reparler de vous, parce que vous disiez tout à l'heure que les gens du Front de gauche, vous avez fait l'honneur d'être leur candidat à la dernière présidentielle. Est-ce que ce sera le cas pour la prochaine en 2017? On va y revenir, mais il y a certains, les jeunes par exemple, qui voudraient faire autre chose. Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, qui est plus tendance gauche, plus tendance Duflot, que tendance placée au centre, hein, pour expliquer. De Rugy, disons. Oui, par exemple, a proposé l'organisation de primaires c'est un homme très intéressant. Pour la présidentielle de 2017, à la gauche du PS, au-delà des partis traditionnels, pour créer un grand mouvement, une proposition qui nous détaille, vous allez l'entendre. Julien Bayou. Bonjour Jean-Luc, je pense que tu seras d'accord avec moi, l'espoir vient de Grèce, d'Espagne. C'est de la dynamique citoyenne appuyée sur un projet, refuser l'austérité. En France, on a besoin de ça également. On accueille la conférence climat. Il faut tout changer. Et pour tout changer, il faut aussi nous changer nous-mêmes et mettre de côté les égos pour travailler à un projet, le programme des biens communs, changer ces politiques qui sont en échec depuis 30 ans. Je propose une primaire écologiste, front de gauche, nouvelle donne, socialiste critique, mais aussi surtout les citoyens qui veulent en finir avec ce vieux monde politique. Est-ce que tu es prêt à y participer? Je vous laisse répondre. Alors, il y a plusieurs bonnes nouvelles dans ce que dit Julien Bayou. Je suis disponible pour 2017. Je vais vous expliquer. Les journalistes vous posent une question. Alors vous allez me dire, est-ce que vous allez être candidat? Comment voulez-vous que je vous réponde? Je ne sais même pas dans quelles conditions tout ça va se mettre en place. Je sais que je sais le faire, je l'ai déjà fait. Je pense que je l'ai fait plutôt bien. Ensuite, si j'étais élu, je saurais faire. Ce sont mes atouts. Je ne suis pas que mauvais, j'ai aussi quelques talents. Hein. Bon, mais je ne suis pas, moi tout seul, le centre du monde. Il y a d'autres talents à l'intérieur de la gauche. Le jeune Bayou en est un, mais vous pouvez dire Madame Duflo, vous pouvez dire Pierre Laurent, vous pouvez dire Monsieur Coquerel dans mes rangs, vous pouvez dire Clémentine Autain. Mais quelle place? Je n'ai aucune place. Donc quand on me pose la question, je dis je suis disponible, mais je ne veux pas qu'on passe les 2 prochaines années à discuter de savoir si je suis candidat ou pas. Pardon, on a compris. Je veux vraiment insister sur ce point, parce que vous, les journalistes, vous abusez quand même. Vous nous posez des questions et ensuite vous arrangez les réponses pour reposer les mêmes questions. Je veux vous dire que pour moi, le bon candidat en 2017, c'est la 6e République. Écoutez-moi bien, si vous ne changez pas la règle du jeu, vous finirez par avoir une dictateur
qui, elle, a déjà dit qu'elle Justement. voulait la Ve République, et vous vous demanderez comment vous en êtes arrivé là. Justement. Alors, Démocratiser les institutions, donner la parole au peuple, Une c'est le dictateur. meilleur des meilleures des protections qu'on a contre tout. Alors, il y a eu une réaction socialiste à cette idée de primaire. Jean-Christophe Cambadélis qui dit gauche divisée, gauche éliminée face au Front National. Que lui répondez-vous? C'est un chantage qui a assez duré. Bon, Cambadélis fait son travail. C'est certainement le plus malin de toute cette équipe. Ils ont choisi ce qui leur restait. Et c'est d'ailleurs assez amusant que ce soit les anciens trotskistes qui fassent ce qu'il faut dans ce parti qui, décidément, n'y arrive plus tout seul à produire ses propres cadres. Et Jean-Christophe Cambadélis a bien sûr beaucoup de talent, mais c'est son boulot est insupportable, c'est défendre l'indéfendable. Il va recommencer avec le chantage au vote utile. Ça va recommencer. Ça n'a pas suffi de voir dans quel désastre la gauche a été détruite par ces méthodes de travail-là. Donc ça ne marchera plus. Je ne dis pas ça parce que moi-même, je sais à quel point le mouvement socialiste est épuisé. J'en étais membre 30 ans. Je n'ai pas de mépris pour le mouvement socialiste. Beaucoup d'entre eux sont les miens. Ils restent mes amis. Mais je sais où ils en sont. Leur logiciel est mort. Ils vivent dans un monde qui n'existe plus. Ouais. La croissance pour corriger les inégalités, comme si le monde était une réserve infinie. Une dernière question, Françoise. Une dernière question, Françoise. Le logiciel est mort et il y a quand même quelqu'un qui prospère, c'est Marine Le Pen. Elle vous a pris une partie de vos électeurs. Comment faire pour les récupérer? Non, mais je n'accepte pas cette idée. Après tout, si Madame Le Pen était le danger, le loup-garou que tout le monde dit, je vois bien qu'elle a quelque chose de très particulier. Je vous rappelle que j'en avais fait mon vis-à-vis dans la campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez dire quand elle a quelque chose de très particulier? Vous voulez dire quoi? À l'époque, on m'avait dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous la valorisez et tout. Madame Le Pen a pour elle aujourd'hui une dynamique incontestable. Elle a réussi aux Européennes à rassembler 4 des 6 millions qu'elle avait rassemblés. Je ne suis parvenu, avec le Front de gauche, à rassembler qu'1 million sur les 4. Mais ce dont bénéficie surtout Madame Le Pen, il faut dire les choses comme elles sont, c'est de la complicité des élites qui sont convaincues que c'est elle qui va faire la suite du pays. Regardez, maintenant, vous avez à côté d'elle, sur cette image, son maître à penser, monsieur Philippot, n'est-ce pas? Et les élites se sont ralliées à Madame Le Pen. Des grands journaux dans notre pays font des enquêtes ininterrompues qui ressemblent à du publi-reportage. Marianne, cette semaine, ressort pour la 4e fois une en disant « Attention, le loup-garou est là ». C'est-à-dire qu'en faisant comme si on s'y opposait, en réalité, on la valorise. Si on ne la nommait pas, il n'y aurait pas de souci. Elle n'existerait pas. Pardon? Si on ne la nommait pas, elle n'existerait pas. Est-ce que c'est Madame pas un peu Fresso, rapide? je ne suis pas aussi stupide que vous pouvez le penser si on vous lit quand vous parlez de moi. Je suis parfaitement conscient du fait que dans toutes les périodes de crise, il y a eu une polarisation du champ politique entre l'extrême droite et la gauche conséquente ou les républicains qui vont jusqu'au bout. Mesdames, Messieurs, je ne vous ai pas pris en traître. Je l'ai dit à des paroles et des actes du mois de février 2012, j'ai dit à la fin, ça se terminera entre elle et nous, c'est-à-dire entre les principes qu'elle défend et ceux que je défends, qui sont ceux de la République jusqu'au bout. Ça se finira comme ça. Elle a la main pour l'instant, Madame Fressos, que dois-je faire? Que dois-je faire? Combattre. C'est la seule chose à faire. Merci. Se battre, convaincre, expliquer. Et après, Madame Fressos, ne vous en déplaise, le peuple est souverain. Et je me soumettrai aux lois que le peuple aura décidées, comme tout le monde le fera dans ce pays. Merci. Alors à vous de savoir. Vous la voulez, elle, la Ve République et la dictature et la guerre civile en France contre les musulmans, ou moi, les Lumières, la République, la laïcité, le partage des richesses. Ça s'adresse en tout cas à tout le monde. Merci Françoise d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. On va parler du chômage qui atteint des niveaux records en France, 3,5 millions de chômeurs officiels fin 2014, plus de 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Et puis avec la loi Macron qui est discutée en ce moment, on a l'impression que le gouvernement abat sa dernière carte. Reconnaissez-vous malgré tout, même si évidemment vous n'êtes pas d'accord avec la loi Macron, que le gouvernement cherche des solutions? Parce qu'on a entendu François Mitterrand dire à une époque, contre le chômage, tout a été essayé. Lionel Jospin qui disait, l'État ne peut pas tout faire. Là, finalement, il essaie autre chose, après tout. Oui, n'importe quoi. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne cherche pas des solutions. Ils appliquent la feuille de route que la Commission européenne leur a donnée. C'est pas parce qu'ils viennent vous dire, on a trouvé telle et telle idée. La manière avec laquelle ils le font est invraisemblable. Il y a plus de, je crois que c'est 200 articles, et on a 50 heures de débat. C'est-à-dire que nous, le Front de gauche, par exemple, nous avons pour chaque article, amendement compris, je crois 1 minute et demie de temps de parole. C'est ça un débat parlementaire. Mais vous pensez vraiment que la loi Macron peut être rejetée à l'Assemblée nationale parce que il y a une partie des... Ce que je vais vous dire, c'est qu'elle est mauvaise. C'est le ramassis de toutes les recettes libérales et culées. Est-ce que vous croyez que les gens qui vont aller le dimanche faire leurs courses, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire, hein, ils vont aller acheter le dimanche le pantalon qu'ils ne pouvaient pas se payer le vendredi? Il n'y a pas que ça dans la loi Macron. Oui, il y a pire. Ah, mais vous avez raison de le dire. Par exemple, ils ont renoncé à donner une responsabilité au donneur d'ordre qui
est en haut de la hiérarchie, quand le sous-traitant, le énième sous-traitant, a commis une faute. Il y a dans la loi Macron le secret des affaires qui va ranger. Ça veut dire que la transparence, là... Qui est pour l'instant mis de côté. Oui, ah bah, je vois que vous êtes un bon défenseur de la loi Macron, mais... Non, pour l'instant... Oui, mais pour l'instant, mais monsieur Letellier, peut-être que demain, ça va repartir. Donc, arrêtons de jouer. C'est une loi libérale qui ne provoquera aucun effet de croissance, je vous le dis, et va désorganiser davantage la vie des gens en la rendant plus Mais du dure. point de vue politique, pensez-vous que, comme vous le souhaitez, la loi Macron puisse être rejetée à l'Assemblée nationale? Mais je suis comme vous, hein, je ne suis pas membre de l'Assemblée nationale, je souhaite qu'elle soit rejetée. Je dis que nous n'avons pas élu François Hollande pour faire ça, il n'en a jamais parlé avant. Il n'a jamais dit que le travail du dimanche était devenu sa marotte. Innombrables sont les socialistes qui disent que c'est une folie. Vous savez que le jour de congé, c'est une des conquêtes ouvrières, le même jour, hein, dans la semaine. C'est une des conquêtes ouvrières essentielles de la fin du 19e siècle. Les socialistes, on peut dire ce qu'on veut d'eux, hein, mais le mouvement à la gauche a toujours concentré l'essentiel de son énergie sur le temps de travail. La journée de 8 heures, hein, c'est comme ça qu'on a commencé avec les petits triangles. Ensuite, la retraite, qui est la diminution du temps de travail dans la vie. Et là, c'est la première fois dans l'histoire qu'on va voir un gouvernement qui se réclame de la gauche, qui va allonger le temps de travail. Et il y a 15 ans, c'était les 35 heures. Avec le recul, quel bilan vous en faites des 35 heures vous? Formidable. 400 000 emplois créés. Aucune critique Alors, on aurait dû mieux verrouiller le dispositif, parce que le dispositif 35 heures, vous savez que personne ne travaille 35 heures dans ce pays, on est encore en moyenne à 39, bon. On aurait dû verrouiller parce que ce qui rendait efficace les 35 heures, c'était que la première heure supplémentaire était payée cher. Donc ça poussait à employer. Je ne dis pas que c'était absolument parfait, hein. Qu'est-ce qui est parfait dans ce bas monde? Mais l'idée était la bonne. Et la preuve, c'est que ça a créé 400 000 emplois, tandis que tout le reste, les macronades, là, ne produiront rien du tout. On va terminer par quelqu'un d'autre qui s'appelle Dieudonné, qui fait rire de moins en moins de monde. Mais Pas moi. Pas vous. Non. Mais qui est écouté, malgré tout. Par exemple, il est sous le coup d'une condamnation pour provocation à la haine raciale et injure. Il comparaîtra mercredi parce qu'il a dit « Je suis Charlie Koulibaly ». Dans certains esprits, Dieudonné et Charlie Hebdo, c'est la même chose. Non, il faut que les gens comprennent bien une chose. Je vais essayer de vaincre en moi la répulsion que cette équation m'inspire. Non, ce n'est pas du tout la même chose, c'est même le contraire. Dieudonné, c'est le contraire de Charlie, si on s'intéresse au contenu. Maintenant, on va dire, ah ben si les uns ont liberté d'expression, les autres aussi. Mais non, les amis, il n'existe aucune liberté absolue, sauf la liberté de conscience dans notre droit. Toutes les libertés sont encadrées et il y a une limite. Et la limite, c'est que le racisme n'est pas une opinion ni un sujet de rigolade dans notre pays. Manuel Valls avait fait interdire son spectacle il y a quelques mois. Il avait eu raison, c'était la bonne méthode? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des moyens d'autorité. La République n'est pas un régime neutre. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut. Non, c'est un régime qui a un sens, dont le sens est écrit sur les bâtiments publics. Liberté, égalité, fraternité. Et là-dedans, il n'y a pas de place pour l'injure raciste et ni pour l'apologie du terrorisme. On va se quitter là-dessus. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais Merci. pas le dire en grec. Tout de suite, Catherine Matoche pour l'actualité de la mi-journée.